Alors pour faire un point sur la situation actuelle, que vous connaissez tous j'imagine, le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable auquel on apporte des modifications mathématiques. On fait des additions qu'on appelle des réintégrations et des soustractions qu'on appelle des déductions. Alors cette procédure ne permet pas de suivre de manière très précise les divergences temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Et ces divergences temporaires qui devront ultérieurement être retraitées risquent d'être oubliées. En conséquence, pour bien suivre ces divergences, les entreprises sont amenées à faire des travaux extra-comptables, coûteux en termes de temps et risqués car ils ne sont pas normalisés et donc ils peuvent être oubliés quelque part. L'administration fiscale, ayant conscience de ça, exige qu'une charge soit comptabilisée pour qu'elle soit déductible. Alors cette procédure de comptabilisation, telle que ça existe pour les provisions réglementées, permet un suivi parfait dans le temps. En revanche, elle nuit à l'image fidèle puisqu'elle pollue, entre guillemets, les documents comptables. Alors, malgré cette volonté de réduire les divergences en les comptabilisant, par exemple par les provisions réglementées, il en existe quand même 240 aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, en 2009 ou 2010, il n'en existait que 180. Donc cette volonté de maintenir à un nombre assez restreint le nombre de divergences ne fonctionne pas totalement. Donc le système fonctionne aujourd'hui, fonctionne relativement bien, mais il n'est pas sécurisé et à mon sens, aujourd'hui, avec les moyens informatiques dont on dispose, il y a certainement moyen de sécuriser et d'améliorer les choses. Donc le système fonctionne, mais on peut certainement l'améliorer. Je vous propose une solution qui permet justement de mieux sécuriser le suivi de ces divergences temporaires. Alors en quoi consistent les grands principes de ma méthode? Ils sont de deux ordres. Premièrement, sécuriser le suivi des divergences essentiellement temporaires, puisque les définitives, une fois qu'elles sont traitées, on n'en parle plus, ça c'est pas gênant, mais permettent un suivi très précis des divergences temporaires par une comptabilisation. Ça c'est le premier objectif, mais il faut absolument que cette comptabilisation de ces divergences temporaires ne nuise pas à l'image fidèle. Donc il faut que cette comptabilisation soit hors comptabilité. Donc quels sont les principes en rentrant un peu plus dans le détail? Je préconise donc de comptabiliser les divergences fiscalo-comptables dans une classe hors comptabilité, une classe ad hoc, qui serait par exemple la classe F comme fiscal. À chaque compte comptable du plan comptable, on associerait un compte d'ajustement fiscal dont le numéro aurait le même numéro que celui du compte comptable, mais auquel on ajouterait un F en première position. Par exemple, pour le compte 211 terrain, on associerait un compte F211 terrain ajustement fiscal. Par exemple, si le terrain a une base comptable de 100, alors que fiscalement il a une base fiscale de 110, on trouverait 100 dans le compte 211 et 10 dans le compte F211. Et ces comptes d'ajustement fiscal et ces comptes comptables, que vont-ils devenir? Les comptes comptables, bien sûr, alimenteront les documents comptables, bilan comptable, compte de résultat comptable, comme aujourd'hui. Rien ne change. À quoi serviront les comptes d'ajustement? À deux choses. Premièrement, les comptes d'ajustement seront fusionnés ou additionnés avec leurs comptes comptables respectifs, et la somme des deux permettra d'alimenter les documents fiscaux. Bilan fiscal, qui n'existe pas aujourd'hui, bilan fiscal en base fiscale. Donc les actifs auraient leur base fiscale et les passifs leur base fiscale, et non leur base comptable comme ça existe aujourd'hui sur les imprimés fiscaux. Et puis deuxième chose, les comptes F7. Alors F7 c'est produit mais ajustement fiscal. Et F6, charge ajustement fiscal, permettrait d'alimenter l'imprimé 2058A, imprimé qui permet de calculer le résultat fiscal à partir du résultat comptable. À propos des documents fiscaux qui seraient établis à partir de cette méthode, je tiens à insister sur le fait que le compte de résultat fiscal qui découlerait de l'application de ces principes serait un compte de résultat qui fournirait par nature la liste des produits imposables et la liste des charges déductibles. Alors qu'aujourd'hui, on n'a que le résultat comptable dans lequel on a les produits comptabilisés et les charges comptabilisées. Et on n'a nulle part les produits imposables et les charges déductibles. On a sur le 2058 les réintégrations et déductions qu'il faut faire, mais on n'a pas la liste intégrale. Là, ça serait un nouveau document qui n'existe pas aujourd'hui,
comme d'ailleurs le bilan fiscal qui n'existe pas aujourd'hui en vraie base fiscale. En fait, la méthode que je préconise est toute simple, hein. Elle consiste à appliquer le principe de la partie double, qui existe depuis plus de 500 ans et qui a fait ses preuves, à la fiscalité. Pourquoi ne pas comptabiliser les ajustements fiscaux comme on le fait en comptabilité? À ces premiers principes, on peut adjoindre une détection automatique des divergences. Par exemple, il suffirait, parce que le logiciel n'existe pas encore aujourd'hui, il suffirait de descendre le fichier des écritures comptables et essayer de détecter, selon les numéros de compte utilisés ou selon les libellés utilisés, les produits ou les charges non déductibles ou non imposables, par une détection par les numéros de compte. Et à ce moment-là, ce système de détection permettrait de dire à l'opérateur qui serait devant l'ordinateur, permettrait de lui dire, voilà, vous avez débité un compte 6714 amende et pénalité, n'est-ce pas une charge non déductible? Il faudrait quand même que l'opérateur intervienne pour dire s'il est d'accord ou pas, car il peut y avoir une erreur de commise au niveau du numéro de compte ou du libellé. Et ensuite, l'ordinateur, si on lui dit oui, effectivement, c'est une amende et pénalité et elle n'est pas déductible, à ce moment-là, l'ordinateur proposerait directement l'écriture fiscale de classe F de retraitement. Et l'opérateur n'aurait plus qu'à valider. Bien sûr, pour des cas plus complexes, par exemple la partie non déductible d'une dotation aux amortissements d'un véhicule de tourisme, il conviendrait d'ajouter des questions, que l'opérateur réponde à des questions posées par l'ordinateur pour essayer de déterminer le montant non déductible. Mais ce système de détection est tout à fait programmable. Alors quels sont les avantages de cette méthode? Il y en a plusieurs. Premier avantage, la sécurisation. Tout sera comptabilisé. Toutes les divergences seront comptabilisées, qu'elles soient définitives ou temporaires, elles seront toutes comptabilisées, donc le suivi dans le temps se fera de manière quasi infaillible. Deuxième avantage, l'information communiquée grâce à cette méthode sera plus complète, à mon avis plus pertinente, puisqu'on aura à la fois les documents comptables, bilan, compte de résultat, mais on aura des documents fiscaux qui n'existent pas aujourd'hui, bilan fiscal, compte de résultat fiscal. D'ailleurs, en passant, la différence entre les deux capitaux propres comptables et les capitaux propres fiscaux, la différence entre ces deux valeurs-là, vous fournirait immédiatement la base des impôts différés, qui pourrait s'expliquer d'ailleurs aussi par la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs qui se trouve dans le bilan fiscal et la valeur comptable des actifs et des passifs qui se trouve dans le bilan comptable. Second avantage, c'est la liberté que pourrait récupérer à la fois l'administration fiscale et l'autorité des normes comptables. En effet, l'administration fiscale n'aurait plus à hésiter à modifier les règles fiscales en ayant peur de modifier les documents comptables, puisqu'on peut en quelque sorte, pas vraiment déconnecter, mais on pourrait très bien considérer qu'un élément doit être déductible sans le comptabiliser en classe comptable, mais le comptabiliser en classe F. Ce qui fait qu'on pourrait très bien modifier les règles fiscales, comme le législateur le souhaite, sans que ça ait d'impact sur les comptes, sur l'image fidèle. Et réciproquement, l'autorité des normes comptables pourrait très bien dire on va modifier les règles de comptabilisation pour se rapprocher, par exemple, des directives européennes ou se rapprocher des règles internationales, les IFRS par exemple, sans que ça ait d'impact fiscal. En effet, en modifiant le résultat comptable, il suffirait d'enregistrer dans la classe F quelque chose qui compense cette modification des règles comptables. Donc le législateur et l'autorité comptable gagneraient en souplesse, en possibilité d'évolution. En fait, cette méthode permet de passer d'un référentiel à un autre référentiel. Là, il s'agit de passer du référentiel comptable à un référentiel fiscal. Mais d'autres usages de ce principe d'ajustement par une classe ad hoc sont possibles. D'autres usages sont possibles. Par exemple, on pourrait passer du PCG aux normes IFRS. Ce serait relativement utile pour les sociétés qui établissent des comptes consolidés en IFRS. Chaque filiale pourrait présenter ses comptes individuels selon le PCG, ça c'est la réglementation qui l'oblige, et puis ensuite ils pourraient envoyer à la société mère leurs comptes individuels sous forme PCG et envoyer un fichier d'écriture fiscale de classe F qui, enfin pas AF cette fois-ci puisque ça serait IFRS, donc une classe, je sais pas, N comme norme, et qui permettrait d'enregistrer toutes les divergences au niveau individuel de la société entre
les règles comptables et les règles IFRS qu'elle aurait dû appliquer si elle était en IFRS. Et elle transmet tout ça à la société mère. Ou on pourrait aussi envisager de passer d'une comptabilité financière, comme on connaît aujourd'hui en France, à une comptabilité verte, qui tient compte de l'environnement, etc. On pourrait aussi passer du référentiel comptable d'un pays X au référentiel fiscal du pays X également. Ou alors passer du PCG ou des normes internationales à un bilan prudentiel, par exemple pour les établissements de crédit. Comment mettre en œuvre cette méthode? C'est relativement simple. Au niveau légal, il n'y a aucun problème pour sa mise en œuvre, à condition évidemment d'élaborer toujours les documents comptables obligatoires et les documents fiscaux obligatoires, l'alias fiscal, le 2058, etc. Donc ce que je propose pour l'instant, c'est d'ajouter cette classe F en supplément pour qu'on ait à la fois les documents comptables tels qu'aujourd'hui, les documents fiscaux tels qu'aujourd'hui, plus un suivi des divergences temporaires et définitives même d'ailleurs, par la classe F. Alors bien sûr, pour réaliser ça, il faut créer un logiciel dans lequel on aura une classe F avec des comptes qui commenceront par F et qui permettront d'établir avec les comptes comptables un bilan fiscal, un compte de résultat fiscal, des tableaux de passage entre les valeurs fiscales et les valeurs comptables, et puis d'établir automatiquement le 2058. Maintenant, la suite, c'est de réaliser le logiciel qui permet de détecter toutes ces divergences. Pour l'IS, l'étape suivante sera pour les BIC, pour les BA, pour les BNC, éventuellement pour les sociétés non soumises à l'IS également. Donc aujourd'hui, il reste à programmer, à faire les algorithmes qui permettent de détecter les 240 divergences à l'IS. Donc il faut essayer de prévoir toutes les questions qui doivent être posées à l'opérateur pour déterminer le montant à réintégrer ou à déduire. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait avec le Conseil supérieur. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez différents moyens possibles. Premier moyen, vous avez un ouvrage qui a été édité par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et les éditions Francis Lefebvre, ouvrage coécrit avec Odile Barbe et Claude Lepater, qui s'appelle L'innovation comptable au service de la détermination du résultat fiscal. Donc cet ouvrage est en vente au Conseil supérieur ou aux éditions Francis Lefebvre. Sinon, vous avez aussi accès à des articles un peu plus conséquents que l'exposé que je viens de faire dans la revue française de comptabilité de décembre 2016, numéro 504, et dans la revue fiduciaire comptable, il y a un article dans le numéro 443 de novembre 2016.